Bienvenue pour cette conférence, donc le tarot de Marseille au service de l'intuition. Olivier Beru, tu as été dirigeant en Asie, tu as écrit de nombreux ouvrages sur le management, sur la pensée chinoise. Tu es aussi artiste, musicien, prêtre, évêque, consultant et tu accompagnes aussi en soins palliatifs et tu viens nous parler aujourd'hui du tarot de Marseille et de l'intuition. Super. Ben voilà, j'avais prévu de me présenter, mais voilà, moi j'ai une expérience de dirigeant qui se traduit aujourd'hui dans une boîte de conseil. J'ai un travail de chercheur à l'École centrale de Paris depuis pas mal d'années sur la complexité. J'ai un boulot de musicien et de poète, pareil, depuis pas mal d'années. Là, j'enregistre mon 10e disque. Si vous la connaissez, j'ai beaucoup chanté avec Anne Sylvestre, moi. Voilà, pour que vous voyez un peu mon école, hein. La recherche, c'est plutôt Edgar Morin. Et puis, je suis dans une dimension de racines chrétiennes. Alors, même si j'ai pas mal pris la parole sur la pensée orientale que j'ai découverte comme dirigeant, c'est pas ma culture. Et donc, je suis un contemplatif amoureux de cette pensée, mais pas un praticien intérieur, hein. Mes racines sont chrétiennes. Et puis, j'ai effectivement cet engagement en soins palliatifs. Donc, tu vois, Valvite, tu avais dit tout ce que j'ai prévu. C'est trop bien. Alors, moi, je suis pas mal motivé par des valeurs qui sont à la source de ma boîte, le bon, le beau, le vrai, hein. Donc, c'est des choses qui viennent plutôt là du monde, on va dire, platonicien. Pour moi, la question du bon, c'est l'enracinement dans le réel. Et c'est particulièrement important dans le cadre de l'entreprise. Ça m'a amené à dire, voilà, l'entreprise, c'est au départ un entrepreneur ou une entrepreneure qui prend ce qui est entre, et puis l'idée de l'entreprise aujourd'hui, c'est qu'elle puisse devenir entre-donneur, c'est-à-dire qu'on rende quelque chose au monde qui est le nôtre. Enfin, c'est un mouvement, à mon avis, important. La question du beau, c'est une question qui va nous connecter à la dimension artistique, mais aussi à la dimension contemplative du réel. Et dans un monde qui est un monde très envahi de négatifs. Vous voyez, si vous écoutez les infos, vous voyez bien qu'on est saisi que de choses tristes, déprimantes, voire scandaleuses, y compris qui ratent les questions essentielles. Regarder le beau dans le monde, s'obliger à voir ce qui marche est aussi un exercice quasiment spirituel. Puis la question du vrai, elle me permet de rattacher à la dimension scientifique, factuelle, de chercheur ou de cherchant, et de ramener un certain nombre d'intuitions ou de convictions dans une modalité partageable. Vous verrez que ça fait partie de ce qu'il faut faire quand on utilise des oracles ou une pensée symbolique, puisque c'est le cœur du tarot. Donc là, je vous propose, mais je vais aller très vite, enfin, j'essaye de vous partager le fait que même si c'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder dans notre sagesse et dans notre culture latine, cette approche de la pensée symbolique, c'est quelque chose qui est très profondément dans l'humain. Alors, quand on connaît la pensée orientale, ça fait des milliers d'années que c'est dans l'humain, mais dans la nôtre aussi, ça a juste été un peu évacué au moment où on a systématisé la science. Et aujourd'hui, on s'en sert un peu en loose day, mais il y a plein d'études scientifiques qui essayent de parler de l'intuition, du rôle du symbole dans la prise de décision. Je vous en parlerai rapidement. Je vous présenterai le tarot de façon à nouveau très succincte, en insistant sur le fait que ce qui me paraît intéressant dans le tarot pour nous, hommes et femmes d'entreprise, c'est que c'est un modèle symbolique qui est né dans notre culture en fait. Et donc c'est une collection de symboles avec Jung qu'on pourrait appeler d'archétypes, mais c'est des symboles qui s'enracinent assez naturellement dans notre sagesse. On n'est peut-être pas très nombreux dans cette conférence à avoir lu le discours de la méthode de Descartes, mais si on le lisait, ben, on passerait pas mal de temps en le lisant en disant bah oui, c'est comme ça qu'on pense, quoi. Voilà. Et il se trouve que là, c'est un système de référence symbolique dans notre enracinement culturel occidental. Et puis, je vous proposerai d'expérimenter sur votre question quelque chose pour voir ce que ça donne. Et puis, on essaiera de donner la parole à la fin à des volontaires, hein, que si vous êtes volontaire,
pour quelqu'un pour qui l'expérimentation aura été bluffante, s'il y en a, et puis quelqu'un pour qui l'expérimentation aura été catastrophique. Il est possible que ça ne donne rien d'intéressant. Mais vous verrez que ce qui est chouette dans la pensée analogique, c'est qu'au pire, on n'a rien à en tirer. Ça, dans mon expérience, ça arrive rarement. Alors, réflexion préalable pour dire, je crois qu'on est à un moment donné où on ne peut pas s'en tenir, mais là je sais que je prêche à une communauté sans doute assez convaincue par ça, on ne peut pas s'en tenir uniquement et officiellement à ce qui est rationnel, ce qui relève du scientifique, même si vous verrez, on peut le reconvoquer après ce détour par la pensée symbolique, que ce soit par les enjeux de la complexité intrinsèque du monde, que ce soit par la crise que nous vivons. Et à force de ne pas s'occuper des questions importantes, on crée dans le collectif qui est le nôtre une désespérance. Et puis, ben parce que on a beaucoup rationalisé, on a beaucoup axé les modèles managériaux et d'organisation des entreprises ou des institutions sur l'enjeu de la performance. Et vous savez très bien que ce qui émerge aujourd'hui, c'est l'enjeu de la robustesse, c'est-à-dire d'un fonctionnement qui est beaucoup plus proche du vivant que de la machine, en fait. Voilà. Donc, à nouveau, je vais vite hein, là-dessus, mais le manager ou le dirigeant ou la dirigeante, c'est celui qu'on saisit des impossibles de son univers. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas la définition la plus enthousiasmante du management, mais il n'en est pas moins vrai que si vous managez et qu'un de vos équipiers ou équipières vient vous dire, faut que je te parle d'urgence, il ne vient pas vous annoncer une bonne nouvelle. Il vient vous saisir d'un impossible. Et tant qu'on va garder le même point de vue que son collaborateur, ben, on ira au même endroit. Donc il faut qu'on réussisse à inverser dans notre métier des situations bloquées, il faut qu'on trouve des solutions, et puis il faut sans doute qu'on fasse entrer dans notre façon de penser des dimensions qui sont très holistiques. Parce que notre entreprise, aussi grosse soit-elle, elle est prise dans un système et dans le monde qui est le nôtre. Et aujourd'hui, dans un monde complexe, on sait qu'il faut croiser les regards et sortir du cadre. Donc il faut bien qu'on ajoute dans notre fonctionnement habituel des ingrédients nouveaux. L'inconscient, alors là, je vous propose des définitions juste pour qu'on se mette d'accord rapidement, hein. C'est l'ensemble des processus mentaux qui échappent au conscient, mais qui vont influencer nos décisions. C'est une intelligence cachée qui traite des informations en permanente. Donc, l'inconscient pour le manager, c'est des signaux faibles, des insights assez rapides. C'est le fait que bah, vous avez tous vécu l'expérience d'aller vous coucher avec une question et de vous relever avec une solution. Et puis, c'est le fait qu'on mobilise aussi dans la pensée symbolique le corps, beaucoup plus que uniquement la tête. Et puis, on mobilise aussi le cœur. Donc, vous voyez, on aligne le cœur, le corps et l'esprit. Et vous voyez bien qu'on retrouve hein, le corps, le réel, le bon, l'esprit, la sagesse, le vrai. Et puis, le cœur, l'émotionnel, le beau, d'une certaine façon. L'intuition, c'est notre capacité à comprendre instantanément une situation sans être capable au départ de raisonner analytiquement. Et dans l'intuition, bah, toute notre expérience s'engage et s'exprime de manière fulgurante. Donc voilà, c'est une forme de flair, de vision globale instantanée, de reconnaissance de schémas, de synthèse créative. Je les pose hein, pour dire finalement qu'il y a un processeur d'arrière-plan qui travaille tout le temps et que, à mon avis, on a tort de mal mobiliser aujourd'hui parce que c'est en nous ça. Donc autant se servir de toutes les dimensions de notre être. Et puis on a un système de navigation qui est basé sur l'expérience et ensemble, c'est un outil qui est complètement complémentaire. Donc pour moi, elle ne remplace pas ses capacités, l'analyse rationnelle, hein, mais elles permettent de convoquer une capacité de l'humain qu'on a tendance à un peu à oublier. Donc c'est pas l'un ou l'autre, hein, évidemment, c'est l'un et l'autre. Et alors là, je vais aller très très vite parce qu'une nouvelle fois, mais vous aurez hein, mon support, mais il y a beaucoup d'analyses sur aujourd'hui l'impact du côté humain sur une entreprise. Donc déjà, il y a les névroses du leader hein, qui peuvent s'engager. Il y a toute une série d'approches cognitives sur des systèmes qu'on comprend dans le cerveau, sur une forme de compréhension aussi de ce qu'est l'intuition et l'intelligence hein, qui changent. Il y a une redécouverte d'enjeux de dépassement de la peur qui connecte très vite à l'ego, de lumière qui contemple très vite à la contemplation. Il y a
une grande bascule, à mon avis, qui se fait, si vous connaissez l'hypnose ericksonienne en Occident, hein, qui se fait avec Erickson, qui découvre que l'inconscient, c'est pas seulement un lieu trouble où on rejoue sans arrêt des problèmes qu'on aurait à régler, même si je pense que c'est un peu court de dire ça pour Freud, mais c'est aussi un endroit de ressources profondes. Et donc, c'est toute une série d'outils que moi j'ai découvert il y a plus de 30 ans, hein, quand j'étais étudiant en créativité et en psychologie aux États-Unis. Donc, vous voyez, ça fait longtemps aux États-Unis qu'on met banalement dans la même salle, c'est des choses que j'ai vécues chez Descartes par exemple, on met dans la même salle un entrepreneur, un artiste et un chercheur, et ça donne des résultats intéressants. Il faut qu'on puisse, pour découvrir des choses nouvelles, prendre des chemins qu'on ne connaît pas, hein, et donc, voilà. Alors, je cite quelques chercheurs si vous avez envie d'aller voir, mais c'est quelque chose qui est traité scientifiquement. Euh, donc là aussi, je passe, mais je voulais montrer que on n'est pas uniquement, je faisais exprès de dire le mot mystico-gazeux en vous demandant de choisir un numéro entre 1 et 22 tout à l'heure, mais on n'est pas que là-dedans. Il faut accepter à un moment donné qu'on fasse un pas de côté par rapport à notre habitude de penser. Mais en fait, c'est des choses qui sont très instruites aujourd'hui scientifiquement. Alors, il y a dans la tradition orientale un livre absolument central qui s'appelle le Yi Jin, le livre du Yi, et donc le classique du Yi, la Bible du Yi, Yi voulant dire changement. Et il y a très longtemps dans cette sagesse que le dirigeant, qu'il soit l'empereur, le gouverneur des provinces, le chef de la ville, le chef de famille, enfin, celui qui est en position de diriger, il y a très longtemps, et évidemment chacun dans la direction qu'il a ou qu'elle a à faire de sa vie, a recours à ce livre qui est un livre de collection de situations types et qu'on aborde par le chemin de l'interrogation en mode divinatoire au sens où on fait un tirage. Voilà. Euh, alors, ça permet dans mon expérience, parce que je vous partage là où j'en suis, mais je commence, si vous voulez, moi jusqu'à présent, j'avais séparé un peu ces mondes. C'est-à-dire que moi, je faisais des séminaires sur le tarot, mais qui n'étaient pas destinés aux dirigeants ou aux dirigeantes que j'accompagnais. Puis je me rends compte, moi, que cette question, elle monte de plus en plus, et qu'avec les dirigeants, les dirigeantes, les managers que j'accompagne et avec qui j'ai un lien humain établi, je peux convoquer ça aujourd'hui sans que ça provoque des cris d'orfraie, alors qu'il y a 30 ans, on ne pouvait pas faire ça en France, hein, vraiment pas. Donc, il est évident, vous allez le faire tout à l'heure, que si vous avez une réponse qui émerge de façon un peu intuitive sur une question réelle que vous avez posée, vous aurez un travail de rationalisation à faire. Parce que dans notre culture, je vous déconseille de dire bah, j'ai réfléchi à notre question en tirant une carte de tarot et voilà ce qu'on va faire. Vous voyez, ça, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais par contre, l'idée, si vous connaissez la créativité, hein, c'est qu'il faut contourner notre ennemi premier quand on veut faire de la créa, qui est notre perception inconsciente. Et tant qu'on regarde le problème de la même façon, on arrive aux mêmes endroits. Donc voilà, on a besoin d'intuition, mais on a besoin aussi à un moment donné de rationaliser. Donc le Hijin, j'en parle pas plus parce que je n'en suis pas du tout un expert, mais je le mentionne parce que c'est une culture qui a pris l'habitude d'interroger une sagesse profonde avant de décider pour le réel d'aujourd'hui. Alors, j'en arrive à ma présentation sur le tarot. Le tarot, c'est un jeu de cartes qui a 400 ans de forme stabilisée, qui naît probablement en Italie et qui est très marqué par la pensée de l'époque, qui est une pensée alchimiste et qui est une pensée chrétienne et judéo-chrétienne. Le tarot se présente sous forme d'archétypes, c'est là-dessus qu'on va travailler ensemble, hein, les 22 arcanes majeures. Il y a aussi des mineurs dont je vous dirai un petit mot parce qu'on les oublie toujours, alors qu'à mon avis, c'est une grosse erreur de les oublier. Mais pour la question que vous avez prise, on travaillera sur les majeurs qui dessine à nouveau hein, une collection de grandes postures devant les grands défis de tout être humain. Il y a trois usages du tarot qu'il faut jamais oublier. Il y a un usage de jeu. D'abord, le tarot, c'est un jeu entre potes, quoi. On peut jouer au tarot. Vous jouez sans doute, peut-être pour certains d'entre vous, au tarot. Si vous jouez au tarot, ben vous avez plein de règles du tarot qui viennent du tarot symbolique, mais qu'on ignore évidemment quand on l'utilise juste en jeu.
Par exemple, vous savez, si vous jouez au tarot, qu'il faut mener le petit au bout. Et bien, symboliquement, mener le petit au bout, c'est faire franchir à l'arcane 1, le battleur, la totalité des différentes épreuves qui vont lui permettre de dépasser le 2, le 3 jusqu'au 21. Vous voyez, quand on mène le petit au bout, on accomplit la quête, en fait. Vous voyez, donc il y a plein de choses qui sont passées dans le jeu. Je vous en épargne la liste, hein, mais il y en a beaucoup. C'est un jeu qui peut servir de divination. Et alors ça, c'est quelque chose qui a beaucoup grillé le recours au tarot, parce que c'est pas du tout l'usage que moi j'en fais. Je conteste pas que ça existe, mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse, parce que moi j'ai pas un rapport fataliste au réel, et je ne crois pas que tout est écrit dans les choses. Le tarot me sert plutôt dans une démarche symbolique, troisième usage, qui est une démarche de connexion forcée, de dissociation, enfin on peut mettre plein de mots savants là-dessus si on veut, mais qui vont court-circuiter notre analyse habituelle. Et donc c'est dans cette dimension symbolique que je m'inscris résolument. Et moi, j'ai aucune pratique divinatoire de ce jeu-là. Et puis, je le mentionne rapidement, mais vous voyez, il y a aussi des arcanes mineurs au tarot, le bâton, l'épée, le denier et la coupe. Le bâton est devenu le trèfle dans nos jeux de cartes, l'épée, le pic, le denier, le carreau, et la coupe, le cœur. Donc, vous voyez, nos jeux de cartes, ils sont complètement marqués par cette entrée profonde qu'on a dans notre sagesse. J'irai très vite, mais vous voyez, le denier va nous parler de la terre, de l'avoir, de ce qui est en bas, l'épée de l'air, de ce qui est en haut, le bâton de l'action, de la main droite qui agit, et la coupe de ce qui est ressenti, des émotions. Donc, vous voyez, on a ça en nous, hein. Voilà, j'en dis pas plus, mais je me centre maintenant sur les arcanes majeures. Et donc, les arcanes majeures racontent la quête initiatique que l'être humain va faire. Donc, avec les arcanes majeures du tarot, vous pouvez raconter la vie de quelqu'un, vous pouvez raconter la vie d'un projet, la vie d'un collectif, la vie d'une entreprise. Et puis, vous pouvez éclairer un moment à comprendre d'une étape qu'on est en train de franchir. Et donc, il y a plein de façons de présenter ces 22 lames. Vous noterez que dans notre sagesse judéo-chrétienne, le 22 n'est pas un chiffre au hasard, parce que si vous connaissez un peu la Kabbale juive ou la pensée juive, vous savez que dans la sagesse juive, il y a un alphabet avec 22 lettres. Donc, vous voyez, le 22 est un... Et donc, c'est avec les 22 lettres qu'on écrit. Et vous savez que c'est dans l'écriture qu'on met le langage de façon stable. Et vous savez qu'en même temps, dans la pensée juive, on n'écrit pas les voyelles. Et donc, il y a toujours la possibilité de lire le même mot de plein de façons différentes. Et c'est ça qu'on a un peu perdu dans notre écriture à nous, qui fige les mots dans un sens qui serait unique. Bon, on sait très vite qu'il faut s'affranchir de ça, hein, mais voilà, il y a quelque chose de l'écriture aussi qui pourrait faire des ponts avec la façon d'écrire en Orient, si on avait envie. Et donc, vous voyez que le tarot se présente comme une espèce de données de personnages qui sont pour certains bien réels, pour d'autres un peu mystérieux. Vous voyez, sur la route, sur le chariot, vous avez un personnage qui est bizarre. Sur le mat, vous avez une espèce de compagnon errant. Et puis, quand on avance dans le tarot, ben, on voit des personnages de plus en plus subtils. Là, vous voyez, la roue de fortune, la troisième carte, bah, c'est une espèce de symbolisation de personnages. Vous voyez qu'à nouveau, si on veut, on peut voir dans le petit singe qui tombe la métaphore du corps qui s'incarne, dans le personnage qui monte, du désir, du vouloir qui aspire et qui monte, et puis au-dessus de l'esprit. Donc, vous voyez qu'on retrouve le corps, l'âme et l'esprit assez vite, on retrouve le bon, le beau, le vrai. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui assez vite est en nous. Alors j'insiste, vous n'êtes pas obligé de maîtriser tout ça pour vous servir du tarot, parce que la force du tarot, c'est que c'est dans notre culture. Donc en fait, on a cette dimension, hein, c'est ce que Jung appelle les archétypes. Et donc, alors vous voyez aussi qu'il y a des cartes qui pourraient avoir un sens dans l'aspect divinatoire très 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 réducteur. Vous voyez que par exemple, bizarrement, dans le tarot, vous avez une seule carte qui n'a pas de nom, c'est la carte 13, et tout le monde la regarde en disant c'est la mort. Mais si le tarot avait choisi de l'appeler la mort, elle l'aurait nommée. Donc la 13 qui représente un squelette
qui est souvent la façon dont on a représenté la mort, n'est pas la mort au sens classique du mot. Euh, et donc, vous voyez que quand vous faites un tirage de tarot, c'est pas parce que vous avez la 13 que vous allez mourir, quoi. Voilà. Hein. Il faut s'affranchir d'une lecture complètement enfermante. Et évidemment, le risque du symbolique, c'est de tomber dans une forme de superstition, hein, bien entendu. C'est pour ça que le retour à la raison sera nécessaire. Et enfin, donc voilà, vous voyez que là, plus on avance dans les chiffres du tarot, moins les personnages sont complètement réels. Et, vous voyez que le dernier personnage, c'est le monde, le 21. Et le 21, bah, si vous êtes très attentive ou attentif, vous verrez que ça reprend les codes du 1, du premier. Vous voyez, on retrouve un bâton, on retrouve ce lemniscate, là, l'infini, mais dans une quête qui, cette fois-ci, est accomplie. Alors, je vous propose de plonger dans l'expérimentation. Et donc, vous allez explorer sans préjugés, vous allez observer ce qui émerge et vous allez traduire en action. Alors, si on était en séquence en présentiel avec chacun un jeu de tarot, vous travailleriez la question que vous avez prise tout à l'heure, vous feriez un tirage de cartes. Il y a plein de tirages, mais on peut commencer par une méthode simple en tirant une seule. Et on laisse ensuite, dans une contemplation, regarder ce que la carte nous raconte et on essaye de traduire ça en créant, on appelle ça des liens forcés, hein, en piste d'action. Je vais interrompre le partage, revenir à le collectif et je vais vous proposer donc d'utiliser, je vais utiliser les commentaires. Ils sont où mes commentaires, Valdi? Tu sais me dire? Pour vous proposer de copier un prompt. Que tu veux que je le fasse, le copier-coller dans les commentaires? Je l'ai là. Ah bah, si tu la fonces, ouais. Comme ça, Ok. vous allez avoir. Alors, je vous explique ce que je vous déconseille de faire d'habitude. Mais c'est très intéressant quand même d'utiliser l'IA, surtout si vous avez une IA qui vous connaît. Et donc là, vous allez utiliser le prompt que Valdi vient de nous envoyer dans le chat et que je vais lire avec vous. Euh, donc, vous allez rentrer dans votre IA préférée le prompt suivant. Je travaille la question suivante dans une approche intuitive basée sur le tarot de Marseille. Cette phrase est très importante, hein, dans l'école de Jodorowsky. Parce que sinon, vous allez tomber sur des monsieur et madame Irma qui vont nous emmener dans des trucs un peu navrants. Mais Jodo, il est très connu. Alors moi, ça a été mon prof, hein, Jodo en tarot. Je vous épargne les détails, on pourra en parler après si vous voulez. Mais moi, j'ai travaillé une vingtaine d'années avec lui. Et, euh, et alors Jodo, il est fou, hein, si vous connaissez Jodo, c'est un type complètement euh, voilà, qui pourrait avoir un côté gourou quand on l'approche de loin, qui est en fait, à mon avis, qui est surtout décomplexé dans son usage du tarot. Vous pourrez trouver plein de choses de lui. Mais du coup, les IA le connaissent pas mal, en fait. C'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup de choses publiées, il y a beaucoup d'infos. Et puis, si vous prenez que l'interprétation d'une carte par Jodo, ce qui est génial à mon avis, c'est que vous allez voir, il dit tout et son contraire, quoi. Il dit c'est le bien, le mal, le vrai, le faux, enfin dans la même carte, vous voyez, donc c'est pas un truc qui est fermé, c'est un truc qui est ouvert. Et donc le prompt que je vous propose d'utiliser, c'est je travaille la question suivante dans une approche intuitive basée sur le tarot de Marseille. J'ai procédé au tirage d'une carte qui résume le problème sous-jacent et sa résolution. Et là, vous allez mettre le numéro de votre carte. Donc là, je vais vous le redonner, hein, bien sûr. Et peux-tu me proposer une interprétation de cette approche? Problème, qu'est-ce que ça dit de mon problème? Et piste de solution, qu'est-ce que tu penses que le tarot me souffle comme solution à ce problème? Alors, je vais revenir. Du coup, vous avez pu noter ce prompt, ça va pour tout le monde, vous avez pu le copier. Et moi, je vous Petite redonne. question, Ouais, Olivier, pardon. Est-ce qu'on remplace, quand tu as écrit question majuscule, on remplace par notre question et carte, exactement. on remplace par le numéro, c'est ça? Ouais, alors le numéro, vous pouvez mettre votre numéro et si vous avez envie, je peux remettre la grille qui permet de lire les cartes. Euh, je vais donc partager. Je ne sais pas si vous voyez mon partage là en ce moment. Non, pas pour Non, le non. moment. Alors, attends, il faut que j'y retourne. Commencer.
Je vais faire partager. Mais le numéro de carte suffit, hein. Mais voilà, donc là, vous avez, alors il faudra peut-être vous approcher un peu de l'écran, mais vous avez le, le numéro et le nom de la carte. Si vous avez pris le numéro 22, vous avez le mat qui n'a pas de numéro. Sinon, vous avez le numéro direct, hein. Le 1, c'est le battleur, le 2, c'est la papesse, le 3, l'impératrice, le 4, l'empereur, le 5, le pape, et ainsi de suite. Et la 13, vous ne mettez pas de numéro, on l'appelle l'arcane sans nom. On l'appelle, il n'y a pas de nom, quoi. Voilà. Oubliez mon tableau pour l'instant, hein, on en parlera après. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous laisser. Donc là, je suis en ressources avec Valdi si vous avez besoin, mais on va se donner 5 minutes euh, de réflexion perso. Vous allez lancer votre IA, voir ce qu'elle vous raconte et réfléchir à ce qu'elle vous raconte en faisant le pari que, il y a des choses à prendre pour la problématique que vous avez posée. Et la question est double, c'est qu'est-ce que ça éclaire et qu'est-ce que ça me donne envie de faire, vous voyez, concrètement. Qu'est-ce que la réponse de l'IA éclaire sur ma problématique et qu'est-ce que ça donne envie de faire comme action, mais ça, c'est un peu dans votre prompt. Mais l'idée, c'est de vous emparer de ça, c'est de ne pas suivre bêtement ce que va dire votre IA. Si vous avez le choix, je vous conseille de prendre Cloud comme IA, qui est plus intéressante dans mon expérience que ChatGPT. Mais si vous avez ChatGPT, vous aurez une réponse. Est-ce que quelqu'un est perdu dans les consignes ou est-ce que ça va? Tout va bien? Eh bien, on part pour 5 minutes d'exploration perso. Et puis après, celles et ceux qui veulent, vous pourrez poser des questions et vous pourrez, si vous avez envie, partager votre cas, mais on coupera l'enregistrement, hein, une nouvelle fois. D'ailleurs, tu peux le couper là, Valdi, puisque maintenant on est en réflexion perso. En effet.